Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la RTV. Nous recevons sur ce plateau M. Jean Nwendinga, membre de la société civile et leader d'opinion. Nous allons aborder plusieurs sujets au cours de cet entretien. M. Jean Nwendinga, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher frère professionnel Jean-Pierre Méchant-Salamba. Je ne saurais également rester insensible sans pour autant encourager davantage votre équipe technique qui n'a plus rien à prouver aux yeux de la qualité de vos productions. Recevez les salutations fraternelles de toute l'équipe qui m'accompagne, d'une part, et en même temps le soutien que je vous accorde en ce qui concerne la pertinence de votre activité de communication qui ne cesse de prouver son existence. Comme annoncé dans mon introduction, M. Jean Nwendinga, nous allons échanger sur plusieurs thématiques. Nous ouvrons alors cet entretien avec l'organisation très prochaine d'une concertation nationale, comme annoncé par le chef de l'État dans son discours à la nation le 31 décembre dernier. Monsieur Jean Nwendinga, une concertation nationale de plus après les accords de Paris, celle d'Arambo et le dialogue d'Angondje. En tant que membre de la société civile, quel est votre avis? Bien, je crois que si vous suivez mon regard qui paraît un peu sourire, ce sourire traduit le soutien à l'action du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui aujourd'hui, en ayant cette République dans ses bras, c'est une lourde responsabilité après que ses prédécesseurs aient balayé la voie. Et lui, aujourd'hui, à son deuxième mandat, après des séjours dans les différents gouvernements, à l'époque de ses prédécesseurs, il suit la trace, la voie, et aujourd'hui, il nous démontre par A plus B qu'il est aujourd'hui aguerri. Donc, lors de son message à la nation, le 31 décembre dernier, il a fait état de la sollicitation de la classe politique qui avait souhaité échanger avec le chef de l'État sur certaines questions de l'heure au regard des préoccupations des uns et des autres. Et le chef de l'État, en personne, après moult analyses, s'est également aussi prononcé favorablement pour cette concertation qui semblerait être une des concertations qui va recadrer, remettre les gens en confiance et ramener la sérénité pour certains et pour d'autres, aller dans le sens de la bonne gouvernance. Je pense que dans ce sens, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, nous traduit ici ce passé commun relayé par ses prédécesseurs Omar Bongo Ondimba et Feu Léomba. Il traduit également ce présent commun dans sa vision politique qui se traduirait ici par le plan d'accélération de la transformation qui aujourd'hui est le socle de sa vision. Et en même temps, pour clore mon propos, il fait état ici de ce désir de vouloir vivre ou alors d'entreprendre ce meilleur vivre ensemble demain. Parce que dans sa lecture, on ne peut pas faire autrement, dans sa lecture, dans tous ces mots, dans ces propos que je retiens ici, c'est tout simplement nous inciter, nous dire qu'on doit être cette génération de bâtisseurs pour que notre pays, le Gabon, aille de l'avant. En résumé, ce dialogue, cette concertation est la bienvenue
Je ne pense pas que c'est un dialogue de trop, d'une part. D'autre part, ceux qui croiraient que c'est un dialogue de trop, je pense qu'ils n'ont pas encore toute la quintessence politique de ce format. Je crois. Ils reprendront là, c'est votre avis, monsieur. C'est bel et bien mon avis. Parce que monsieur Jean Nowendinga, oui. Les conclusions des 3 premières rencontres n'ont jamais été appliquées. Je parlais ici, par exemple, des accords de Paris, les accords d'Arambo et tout récemment, le dialogue d'Angongé. Quelle serait la particularité même de cette concertation nationale? Bien. Je vais un peu vous répondre. Je crois que l'État, ici, est une organisation politique. Et à sa tête, il y a un chef d'État. Donc, il y a un président qui trace le cap. Mais on ne peut pas vivre dans une république s'il n'y a pas de concertation. On ne peut pas vivre dans une république si on ne sollicite pas les avis des uns et des autres. Mais on ne peut pas aussi continuer à faire des concertations lorsque les conclusions ne sont pas respectées. Vous avez comme l'impression que les conclusions ne sont pas appliquées. Voilà. On a comme l'impression, pour certains, que les conclusions ne sont pas appliquées. Mais faites... Mais c'est le constat du plus grand nombre. Je crois qu'ils se trompent. Et même les participants. Non, je crois que ceux-là qui pensent que les conclusions ne sont pas appliquées, ils se trompent. Lorsque vous regardez la politique et les actes posés par les différents gouvernements depuis que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a pris ce pays, mais les actes sont visibles. Que ce soit sur le plan structurel, les actes sont visibles. Paris ne s'est pas construit en un seul jour. On ne ressent pas que les actes sont visibles pour ceux qui ne sortent pas du pays, pour ceux qui ne font pas des balades, permettez-moi l'expression, au quotidien. Mais lorsque vous effectuez des déplacements, lorsque vous faites le tour de Libreville, dans cette capitale, vous allez vous rendre compte que chaque administration met en musique les conclusions de ces forums. Mais quel sera l'apport de la société civile? L'apport de la société civile, je voudrais d'abord vous dire que la société civile est là pour accompagner et soutenir les politiques de développement. Parce que l'État, non seulement l'État est une organisation politique, mais l'État, en même temps, a une autre signification, qui est celle que nous disons, elle est sociologique. Elle est en même temps organisationnelle. Et enfin, elle est juridique. Donc, sur le plan organisationnel et sociologique, la société civile intègre cette logique pour cogner, interpréter et faire des propositions concrètes. Parce que le rôle, c'est de faire des propositions concrètes allant dans le sens du développement, allant dans le sens de la construction. Mais lorsque vous faites des conclusions, vous faites des analyses, vous avez un cahier de charges, vous avez un support sur lequel je parlerai d'un mémorandum comme ça au pif. Mais vous soumettez vos propositions à qui de droit? Et lorsque vous soumettez votre support à qui de droit, il reviendra maintenant à la tutelle, à qui de droit, de récupérer votre support et de l'exploiter. Une fois ce support exploité, on fait la collecte des données. À leur niveau, ils vont analyser, ils vont tirer des conclusions. Bien, mais ils ne reviendront plus demain matin vous dire, nous avions votre support, nous avions reçu votre support, oui, mais dans votre support, voilà ce que nous avions pris. Non, ça reste maintenant à la discrétion de l'autorité ministérielle ou de l'autorité politique qui intègre un temps soit peu, qui va sembler être utile dans vos recommandations ou bien dans vos propositions. Est-il nécessaire d'organiser une concertation nationale au moment où de nombreux compatriotes croupissent dans la misère avec un coloret de difficultés dans leur quotidien? Monsieur Jean Nowendinga, vous qui côtoyez ces gens-là. Citez-moi un seul pays dans ce monde où il n'y a pas la misère. Faisons la lecture du continent. Faisons la lecture des États européens. Est-ce que c'est parce qu'il y a la misère ailleurs qu'il faut aussi... Je crois que la misère, considérons que c'est un état d'esprit. Et comme c'est un état d'esprit, la misère zéro n'existe pas. Mais maintenant,
ce qu'il faut relever, c'est tout simplement les schémas que le gouvernement met en place pour que les compatriotes trouvent de l'emploi. Ce sont les schémas que le gouvernement met en place, les opportunités qui font en sorte que la courbe sur le plan économique soit favorable. Plus il y a des investisseurs, plus il y a des marchés qui s'ouvrent, plus il y a l'adhésion et les compatriotes trouvent un emploi, ainsi de suite. Est-ce que cette concertation nationale trouvera des solutions aux difficultés des Gabonais aujourd'hui? Je crois que n'allons pas dans le sens de dire que cette concertation est une lumière de plus qui va mettre à plat les difficultés des Gabonais. Mais pourquoi alors son importance? Son importance, c'est tout simplement, 1, préserver la cohésion sociale, 2, être à l'écoute des différents acteurs, parce que, écoutez, la rivière est allée seule, vous vous rendez compte qu'elle a des méandres par-ci par-là. Ça veut plusieurs messes politiques. Non, ce ne sont pas des messes politiques. Si c'est interprété dans le sens des messes politiques, ceux-là qui pensent que ce sont des messes politiques, je leur demande tout simplement de faire leur propre appréciation. Nous, à notre niveau, nous pensons que nous ne sommes pas dans la logique des messes politiques, nous sommes dans la continuité des échanges avec la population. Maintenant, ce ne serait pas tous les compatriotes, toutes les populations des 9 provinces du Gabon. Lorsque la classe politique s'est réunie, est-ce que forcément ils viennent d'abord pour leurs intérêts personnels et pas pour l'intérêt du plus grand nombre? Nous avons aujourd'hui des partis politiques gazelles qui viennent là juste pour discuter, n'est-ce pas, la part du gâteau. Est-ce que c'est nécessaire pour nos compatriotes? Je pense que, étant au XXIe siècle, n'ayons plus la lecture qui nous amènerait à croire que il y a dans notre société des partis gazelles, qu'il y a dans notre société des associations gazelles, qu'il y a dans notre société des ONG gazelles. Non. Chaque jour que Dieu fait, il y a toujours une organisation qui se dégage. Et que cette organisation qui se dégage... Pour les intérêts personnels. Je ne peux pas affirmer ce que ce pourrait pour les intérêts personnels. Je pense que c'est l'intérêt général qui anime les différents acteurs qui mettent en place ces organisations. C'est d'abord l'intérêt général. L'intérêt personnel, elle n'a pas sa place dans la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Voilà pourquoi je disais que sur les différentes thématiques liées à la République, n'oublions pas que non seulement nous avions une signification sociologique de l'État, n'oublions pas que non seulement il y a une signification organisationnelle de l'État et juridique, mais il y a aussi les fonctions qui sont liées à cet État. Donc, dans le cadre de ces fonctions qui sont liées à la République, les acteurs que nous sommes, nous allons nous référer aux fonctions de régulation de la République. Nous allons nous référer aux fonctions de l'allocation des ressources de la République. Nous allons nous référer, en somme, aux fonctions de redistribution ou de distribution de la République. Tout ceci contenu dans un schéma d'ensemble. Voilà pourquoi j'ai fait allusion ici au plan d'accélération de la transformation. Donc, pour notre part, qu'il y ait une structure qui se crée aujourd'hui, peu importe le schéma, mais si ce schéma rentre bien dans la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, cette structure a le quitus du gouvernement. Cette structure, nous allons tout simplement leur demander se joindre aux autres, produire des supports qui peuvent être utiles à la République, et comme ça, on verra, on pourra cocher un élément, un tant soit peu, ce qui concourt au développement. Mais par contre, les sons de cloche que nous allons solliciter de la part de la République, ce sont des cloches des leaders d'opinion que nous sommes. Les sons de cloche, c'est de dire au chef de l'État, tout haut, Monsieur le Président de la République, nous sommes ici du côté de Kingele ou d'Akanda, il y a des axes qui ne sont pas praticables, on fait comment? Mais nous n'allons pas nous adresser directement au chef de l'État, nous allons nous adresser au gouvernement. Il y a des pistes sur lesquelles nous devrions nous asseoir pour dire
il y a une situation X qui gêne un peu la population d'Akanda, il y a une situation Y qui gêne le chômage, l'emploi. Bon, il y a des entités qui concourent à ces chemins. Et une fois vous avez connu, vous avez fait entendre la voix de votre structure pour une préoccupation bien précise, ça va être relayé. Ce sont des marches d'escalier, des paliers, et à la fin, le président de la République sera saisi. Parce que, pour le chef de l'État, il estime que sa population doit bien vivre, sa population doit bien se faire soigner, sa population doit réunir tous les moyens nécessaires pour amener leurs enfants à l'école pour que ces derniers aient de la place demain matin. Donc, ce souci ne se fait pas du bout au lendemain comme ça, du jour au lendemain, non. C'est une programmation. Donc, ce dialogue sollicité par la classe politique et lui-même, le chef de l'État, a entériné ce dialogue avec la classe politique et en même temps, il a étendu ce dialogue aux syndicats et aux autres ONG, aux hommes d'église et autres. Le chef de l'État veut tout simplement faire comprendre à sa population, à ses frères, à ses leaders que nous avions un bien commun. Le bien commun, c'est le Gabon. Et ce bien commun, on fait comment pour que nous améliorons les conditions de vie de ce bien commun? Il va les écouter. Chacun va préparer quelque chose qu'il va soumettre une fois sur la table des échanges. On procédera à l'analyse après cette collecte et les conclusions vont être rendues au Premier ministre et une équipe va travailler pour voir dans quelle mesure on peut maintenant appliquer les actes de ces échanges. 2023, à court terme, à moyen terme et à long terme. 2023 est une année électorale. Les présidentielles au mois d'août, les législatives et les locales au mois de décembre. En prélude à ces échéances, le ministre de l'Intérieur a réuni les acteurs politiques en vue de la mise en place du nouveau bureau du Centre gabonais des élections. Vous êtes membre de la société civile. Est-ce que la société civile a été associée? Bien, je pense que les voix qui s'étaient levées pour attirer l'attention du gouvernement que le mandat du Conseil gabonais des élections était presque à terme, il y a eu des voix de la société civile, d'une part, et d'autres des acteurs politiques. Bien, maintenant, lorsqu'ils se sont retrouvés autour du ministre de l'Intérieur, je pense, selon ma lecture et ce que je suivis et les rendus qui ont été faits par la presse, il était d'abord question que la classe politique se retrouve autour du chef de l'État. Et du ministre de l'Intérieur, oui. M. Lambert Manda. Bien, cette classe politique, et les anciens, et les nouveaux, et la majorité et l'opposition, d'une manière générale, lorsqu'ils se sont retrouvés autour du ministre Lambert Manda, du ministre de l'Intérieur, les questions qui gravitaient, qui étaient prioritaires, chacun a pu trouver gain de cause, et ce qui était le point culminant, le point d'achoppement, oui, c'était les financements. Oui, au terme effectivement, M. Jean Nwandinga, au terme de cette réunion, la classe politique, entre la classe politique et le ministre de l'Intérieur, il a rassuré que les partis politiques légalement reconnus vont recevoir une subvention de la part de l'État pour les futures élections. Mais certains responsables politiques de la majorité, comme ceux de l'opposition, affirment que cette disposition de la loi n'a jamais été respectée par le pouvoir en place. Parce que c'est une disposition de la loi qui existe depuis. Bien, je crois que ceux qui pensent donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, voilà. Je sais, c'est pas nouveau. Mais si les camarades leaders politiques posent cette préoccupation, c'est parce que tout simplement, ils savent que le gouvernement retarde un tout petit peu dans le paiement, dans le traitement. Mais qu'est-ce qui cause ces retards? Ce qui cause, écoutez, lorsque vous n'avez pas assez de moyens... Vous avez le pouvoir, vous avez les moyens, mais pourquoi vous n'avez pas... Nous sommes dans une sorte de récession économique.
L'État... Mais c'est une situation qui perdure. Oui, l'État ne peut rien faire. L'État ne peut payer que lorsque l'État dispose de moyens financiers. Mais lorsque les caisses sont vides, l'État est obligé de vous dire, bon, je préfère vous devoir et que le moment venu, nous allons régler le problème. Entre attendre pour espérer obtenir quelque chose lorsque les caisses seront pleines et faire le bruit pour continuer à diaboliser la République, prétextant que c'est inscrit dans la loi, écoutez, chaque année, l'État devait nous payer. Non, je crois que nous sommes là devant une analyse, devant un comportement qui gêne un tout petit peu. Reconnaissons, ayons aussi cette honnêteté de reconnaître que lorsque le Trésor public vous dit il ne dispose pas de moyens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyens. Il y a des priorités. Monsieur Jean Nwendenga, ici, ce n'est pas le problème d'avoir les moyens ou ne pas avoir de moyens. Le problème, c'est que les leaders, les présidents des partis politiques disent qu'il y a toujours eu 2 poids 2 mesures. Bon, ça c'est leur point de vue. Mais nous autres citoyens, nous pensons qu'il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Si les partis politiques bénéficient de 20 millions, si c'est écrit, chacun récupère ses 20 millions. Bien. Maintenant, s'ils disent qu'il y a 2 poids 2 mesures, peut-être, c'est dans un contexte un peu particulier. Oui, mais pour eux, les candidats du PDG reçoivent toujours la grosse part. Ce sont leurs points de vue. Mais moi, je pense que, écoutez, les partis qui ont accepté s'unir publiquement et officiellement, soutenir la politique du chef de l'État dans un cadre de majorité, bon, et que le président de cette majorité estime que à ses frères, à ses enfants, à sa famille... C'est quand même l'argent du contribuable. Non. Vous avez dans votre maison... qui sort je comprends. Du trésor. Non. Ça, c'est un cachet particulier qui sort des mains de du président de la majorité. C'est entretenu. Il sait que il y a 25 partis de la majorité qui perçoivent au même titre que les autres les fonds de traitement pour les amener à fonctionner, à bien aménager leur parti, et que il y a une opportunité qui se dégage, mais il revient au président de cette majorité de gratifier ceux qui ont bien voulu l'accompagner. Mais ce petit bonus, nous tous dans les maisons, est-ce que nous ne donnons pas les bonus aux enfants? Un enfant qui a accepté vous accompagner en forêt, un enfant qui a accepté vous accompagner quelque part, et vous avez eu des petits bonus, à la maison vous dites, bon mon fils, bon vous avez tous ce morceau de pain, mais toi, je te remercie, tu as toujours été disponible. Cette disponibilité vous éveille les esprits. Donc, pour le chef de l'État, ce traitement que moi je qualifierais de petit bonus, pour les partis qui ont accepté la compagnie publique dans le cadre de sa majorité, je ne vois pas à quoi ça gêne. Maintenant, si ça gêne pour certains, moi je crois que ce sont des faux débats. Il faudrait que nous arrivions aussi à être au-dessus de nous, et il faudrait qu'on arrive aussi à interpréter les actes d'une manière objective. Maintenant, les partis, par exemple, disent de l'opposition, mais ils sont dans l'opposition. S'ils sont dans un schéma où il y a un leader de l'opposition, parce qu'il peut gratifier, il le gratifie. Mais ne faisons pas des actes qui sont purement particuliers de la majorité républicaine. Le leader de la majorité, le président de la majorité, c'est le président Ali Bongo. S'il estime qu'au lieu que ces partis qui ont accepté souffrir pour sa cause, pour la cause de la nation, s'il estime qu'il y a un petit 20 000 francs qui peut être ajouté, mais ça c'est une cuisine interne à leur majorité. Mais nous ne pouvions pas prendre la mesure interne d'une majorité, en faire un problème. Parlons toujours de l'organisation des prochaines échéances électorales qui se pointent à l'horizon. Certains leaders politiques souhaitent que le CGE soit géré par un homme de Dieu. Est-il possible selon les dispositions de la conclusion de la Constitution de notre pays? Bon, j'ai suivi un peu Est-ce qu'un homme de Dieu peut être à la tête du Conseil gabonais des élections? Bon, je crois qu'il ne faudrait pas que l'on fasse la confusion. La conférence nationale avait été pilotée par le Monseigneur Basile V, si j'ai bonne mémoire. Mais la conférence nationale n'est pas synonyme au Conseil gabonais des élections. Ça fait deux entités différentes.
Le Centre gabonais des élections. Le Centre gabonais des élections et la conférence nationale. Vous voyez, c'est paradoxal. Maintenant, nous amener à prendre un religieux et à confier à ce religieux la gestion du Centre gabonais des élections parce que c'est un homme. Non, moi je crois que pour notre part, j'estime qu'il y a ambiguïté. Laissons les choses telles qu'elles se présentent. Mettons en lumière ce qui nous revient de droit. Le Centre gabonais des élections est une entité à part, qui n'a rien à voir, qui n'a aucun lien avec la conférence nationale où nous avions eu un homme d'église qui a géré cette entité. Je dis non. Je pense que la Cour constitutionnelle est là. J'interpelle ici la Cour constitutionnelle parce qu'il y a une sorte de cacophonie. À ce niveau, les avis sont partagés. Je pense que la Cour constitutionnelle devrait communiquer à ce sujet pour nous éviter toutes les interprétations inciviques au bon fonctionnement de nos activités politiques. Monsieur Jean Nouninga, le président du Centre gabonais des élections est nommé par le chef de l'État qui lui-même est candidat à l'élection présidentielle. D'où cette crainte des responsables politiques. Quelles sont les nouvelles mesures pour rassurer vraiment ces leaders politiques? Quelles sont les nouvelles mesures? Là où il n'y a pas de débat, ne faisons pas de ça un problème. C'est l'occasion aussi d'éclairer le sens quotidien que nous donnons à l'État, à un gouvernement. Il y a l'exécutif, il y a le législatif et le judiciaire. Bon, maintenant, nous nous situons où? Il faudrait que l'on sache là où on se situe. Le président de la République est le chef de l'exécutif. Le législatif sait bien les missions qui lui sont assignées. Et le judiciaire sait également les missions qui lui sont assignées. Et le gouvernement, qui est au sens strict du terme, il y a un chef de gouvernement et son équipe. À partir de ce moment, qu'est-ce que nous faisons? Mais qui gère le pays? Ce sont les alliés qui gèrent le pays, ou bien le pays a un élu national qui est le président de la République, qui avait été élu pour gérer le pays. C'est le président. C'est un pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Qui lui-même aussi est candidat. Qui lui-même est candidat, mais c'est sous réserve. Il a des prérogatives qui lui sont assignées. Donc la crainte des responsables politiques est fondée? Non. La crainte des acteurs politiques n'est pas fondée. Pourquoi? Parce que les textes sont clairs. Il y a un président de la République et ce pouvoir discrétionnel est relayé via le président, le Premier ministre, chef du gouvernement, qui à son niveau, en accord avec la Cour constitutionnelle, à eux de regarder dans ce panel de hauts cadres de la République sur le plan juridique, donc les hauts cadres, les magistrats, les hommes d'expérience. C'est à eux de voir où puiser celui qui aura la lourde mission de gérer ce centre gabonais des élections. Il y a un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et il y a les pouvoirs qui sont assignés à la Cour constitutionnelle et au gouvernement via son Premier ministre, qui est chef du gouvernement. Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, la nomination d'un haut cadre de la République ou qui émane de ce milieu ne peut qu'être entériné par le président de la République. Et si le président de la République intègre les pensées, les conclusions qui ont été faites par ces entités, le gouvernement via son Premier ministre, et la lecture faite par la Cour constitutionnelle, dès qu'un rendu est fait à ce niveau, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État l'amène à entériner la proposition qui avait été faite. Mais écoutez, vous pouvez être vous-même candidat, vous êtes président de la République, vous êtes candidat. Vous n'avez pas entendu le président lui-même qui s'est fait battre, indépendamment du choix de l'individu qui avait été fait. Je prends au Sénégal, Ouad avait été président.
il a nommé, il a dit, la Cour constitutionnelle, le gouvernement, ils ont choisi un haut cadre qui a géré cette entité qui était censée réguler les activités politiques pendant cette période. Mais Wade avait été battu. Monsieur Jean Ondinga, pensez-vous qu'il y a la transparence électorale au Gabon? Je crois que monsieur Jean-Pierre Salamba, s'il y a un pays transparent, c'est le Gabon. C'est vous qui le dites. Je le dis et je certifie parce que lorsque je fais l'analyse, il y a une progression positive. On va vers le haut. On ne va pas vers le bas, mais on part du bas vers le haut. Ça veut dire qu'on a fait un bon nombre de chemins. Et les actes posés par la République, sauf des personnes de mauvaise foi, mal intentionnées, qui ne peuvent pas lever le moindre petit doigt pour reconnaître les avancées faites par la République. La société civile est associée aux messes politiques organisées dans notre pays. Pensez-vous que votre opinion a été toujours prise en compte? Je crois que je voudrais citer ici le président d'une association ONG, Forest ou Forest, qu'il me pardonne si je prononce mal, mais lui il a 2 jours au Gabon, 7 jours en France, et c'est quand il est en France qu'il va bondir pour dire non, au Gabon, voilà, ça ne marche pas. Mais quand il est au Gabon, il fait semblant de dire oui, les choses marchent. Mais si la société civile n'avait pas une oreille attentive du chef de l'État et de son gouvernement, je pense que nous tous, nous autres là, on ne serait pas là devant vous aujourd'hui. Et que nos modestes voix qui se lèvent, qui retentissent à gauche, à droite, mais on a comme l'impression qu'il n'y a pas d'écho-retour. Mais il y a un écho-retour, mais puisque ce n'est pas visible, c'est dans les grandes chambres de la République, les appréciations se font à l'intérieur. Et lorsque la République se retourne vers nous via les médias, mais nous nous reconnaissons dans les actes qui sont posés par la République. Donc, pour notre part, la société civile a de la considération auprès du gouvernement. La société civile est portée par le chef de l'État. Il porte en toute âme et conscience la voix de la société civile. Voilà pourquoi, dans son allocution à la nation, tout dernièrement, il a dit, en dehors de la classe politique, il intègre dans cette discussion la société civile. Et le Premier ministre, hier, lors de la présentation de la politique générale, il l'a bien dit, M. Bilebidze a dit qu'il va travailler avec les partenaires sociaux et la société civile. Donc, si on n'était pas considéré, si on n'avait pas de la considération, si on n'avait pas une place attentive, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Je crois que le Gabon se construit avec tous ses fils. Voilà pourquoi je disais d'entrée de jeu que soyons ensemble dans le plan d'accélération de la transformation, soyons cette génération des bâtisseurs. Pour qu'on soit une génération des bâtisseurs, il faudrait que nous nous référions à l'existant. Et le chef de cet existant, c'est le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui plante ce décor. Et nous exhortons le chef de l'État à suivre cette voie. Et nous nous réjouissons encore que le Premier ministre Bilebidze, hier à l'Assemblée nationale, ait aussi validé cette vision et nous la partageons et nous sommes très heureux parce qu'il a estimé qu'il va travailler avec les leaders d'opinion, avec la société civile et les syndicats. Et je pense que le connaissant, ce pragmatisme, cette volonté qu'il a, il va se retourner vers nous et on verra comment on va travailler. Les populations confrontées aux difficultés dans leur quotidien sollicitent l'amélioration de leurs conditions de vie. Et l'on annonce un budget de 100 milliards de francs CFA pour l'organisation des élections de cette année. Alors qu'il y a encore des familles qui meurent de faim et qui ont du mal à se faire soigner au Gabon. Quelle est la réaction de la société civile? 100 milliards de francs pour l'organisation de prochaines élections, les familles croupissent dans la misère, il y a la vie chère, il y a tout le colorat des problèmes que les populations confrontent au quotidien. Et la société civile, oui, vous soutenez le pouvoir, mais il y a quand même ce parti patriotique. Je crois que... Qu'est-ce qui nous anime ici, c'est le vivre ensemble. Mais dans la misère. Ce qui nous anime, c'est le vivre ensemble. Dans la misère. Bien. Maintenant, ceux qui ont entendu que ces élections de 2023, le budget s'élèverait à 100 milliards. Ceux qui ont entendu, bon, ça n'engage que ceux-là qui ont entendu. Mais nous sommes... je vis du concret. Je veux également le concret. J'attends que ceux qui ont en charge
ce volet financier, nous fasse une description scientifique de ce montant qu'on aurait entendu. Mais pour l'heure, ce ne sont que des simples rumeurs, ce ne sont que des simples informations. Nous portons des réserves face à ce genre d'informations qui viennent déconnecter les populations. Et ensuite, ces populations risqueront d'être méfiantes. On risquera d'enregistrer une crise de confiance vis-à-vis des institutions. Donc, j'exhorte les populations à ne pas trop se cantonner aux faits, aux ragots, aux rumeurs de la presse, certaines presses, de se ressaisir, d'attendre la communication du gouvernement relative à cette situation. Donc, les 100 milliards qu'ils ont entendus, je vous exhorte de ne pas vous lancer dans ces débats, chers parents, chers frères et sœurs. Attendez qu'il y ait une communication responsable, républicaine, scientifique à ce sujet. Le reste, ce n'est que du Facebook. Dans son discours à la Nation, le 31 décembre dernier, le chef de l'État a dit que l'année 2023 permettra au Gabon de consolider les efforts de développement consentis en 2022. Avec les élections qui se pointent à l'horizon, M. Jean Ondinga, pensez-vous que cela est-il possible? Les Gabonais ont l'habitude de penser que lorsqu'il y a élection, on ne travaille plus. Que lorsqu'il y a élection, les administrations ne peuvent plus travailler. Le ministère des TP qui est en charge de la construction, le développement et autres ne peut plus fonctionner. Tout ce qu'on a comme investissement ne peut plus se faire. Mais non. L'élection n'est que embryonnaire, un schéma embryonnaire. Mais l'administration fonctionne. Mais c'est pratiquement 6 mois. Mais oui, l'administration fonctionne. Et comme l'administration fonctionne, on ne peut pas arrêter le fonctionnement des entités parce qu'il y a une élection. Il y a les pré-campagnes, la campagne, les élections, la gestion même des résultats. Le ministère de l'Intérieur et le centre gabonais des élections, une fois ce centre gabonais des élections mis en place, ils vont circonscrire le temps des échanges qui va être bien déterminé. Si on vous dit c'est pour 21 jours, c'est 21 jours. Mais pour 21 jours, vous allez mettre toute la République à plat? Je dis non. Ça aussi... Les membres du gouvernement sont des candidats? Non, je crois que là aussi, il faudrait que les gens comprennent que celui qui est candidat, c'est un individu. Mais l'administration continue à fonctionner. À partir de ce moment, il n'y a pas péril de la demeure. C'est un non-événement pour notre part. La République doit fonctionner. Et comme la République doit fonctionner, les investisseurs doivent également poser leurs actes pour aider le gouvernement à aller de l'avant. Après sa nomination à la tête du gouvernement, le nouveau Premier ministre Alain-Claude Bilibinze était devant les élus du peuple à l'Assemblée nationale pour présenter sa politique générale. Quelle est votre appréciation, monsieur, en tant que membre de la société civile? Vous avez suivi, n'est-ce pas, son passage devant les élus du peuple. Je crois que... C'est vrai que vous direz que c'est un discours éloquent, mais qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ce qui a retenu notre attention, je crois que ce qui a retenu notre attention... le nouvel mais surtout le peuple gabonais. Oui, le bien-être du peuple gabonais. Je vous comprends. Nous sommes pour un vivre ensemble commun demain. Et ce vivre ensemble commun demain nous amène à soutenir la politique du chef de l'État, qui ne cesse de dire il ne se sentira heureux que lorsque le Gabonais sera heureux. Donc, le Premier ministre, hier à l'Assemblée nationale, n'a fait que traduire en acte les instructions circonscrites dans le plan d'accélération de la transformation du chef de l'État. Donc, pour notre part, le Premier ministre a dit qu'il va être un homme de terrain. Et il sera lui-même sur le terrain. Je rebondirai à ce niveau, à ce sujet, parce que je me reconnais dans cette vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous invitons le Premier ministre à faire la ronde de ces départements ministériels qu'il a en charge. S'il a 20 départements ministériels et que chaque département a un ministre, le Premier ministre Bilibinze, le fait d'accepter qu'il va être un homme de terrain ne veut pas dire aller seulement à l'intérieur du pays, mais il va commencer à revisiter le fonctionnement de chaque administration. Par exemple, il prend le ministère de la Santé.
Monsieur le ministre de la Santé, oui, avec votre équipe, demain matin, je serai chez vous. Et je ne serai pas chez vous pour un jour, je serai chez vous pour 2 jours. Et le canevas local, je vais échanger avec les partenaires sociaux qui sont au ministère de la Santé. 1. 2. Je vais échanger avec les différentes directions. Donc je vous exhorte d'aller préparer déjà mon arrivée sur le terrain avec les partenaires, avec les différentes directions. Pour que lorsque je viendrai chez vous, au cours des échanges, que je puisse entendre la voix de ces entités et la voix des sans-voix de cette maison santé. Pour les représentants des partis politiques à l'Assemblée nationale, c'est du déjà entendu. Donc, en refusant d'accorder leur confiance au nouveau gouvernement, Mme Albertine Maganga Moussavou, l'honorable Akouré Davin et le député de la commune de Mouila, Serge Maurice Mabiala, pour ne citer que cela, ont tout de même relevé des points essentiels, notamment le non-respect des engagements par les précédents gouvernements. Cette inquiétude est-elle fondée? Bien, je vais vous faire rire un tout petit peu. L'opposition joue son rôle. Mais est-ce que cette inquiétude est oui, mais oui ou non? Laissez-moi vous répondre. Voilà pourquoi je disais que je vais vous faire rire un tout petit peu. L'opposition joue son rôle. Si c'est un rôle antidémocratique que l'opposition prêche à l'Assemblée nationale, à eux d'apprécier leurs propres actes. Si l'opposition prêche des voix constructives, c'est quand même des députés qui siègent à l'Assemblée nationale depuis 3 ou 4 je pense que quand je mandats. vous disais, oui, je crois que ne soyons pas des anti-républicains. Parce que j'ai comme l'impression que ce qui intéresse cette opposition sous réserve, dite opposition radicale, c'est agir dans le sens contraire. Mais par contre, ce que je voulais dire, les observations, l'interprétation que je fais, moi, des avis de l'opposition, quand je vous disais que je vais vous faire rire un tout petit peu, Mme Albertine Maganga Moussavou, son mari, Pierre Claver Maganga Moussavou, qui est un aîné que je respecte bien, au regard de son expérience, au regard de liens culturels que nous avons. En 93, jeune homme de son état, beau gosse de son état, il avait prêché, il avait orienté son action sur la provincialisation. Mais aujourd'hui, cette provincialisation, lorsqu'il regarde, il ne se reconnaît pas dans les actes qui sont posés par le gouvernement. Mais après, plus tard, je vais vous dire. Après combien d'années? Je vais vous dire en plus. Après combien d'années? Je vais vous dire en plus. Maganga Moussavou, c'est un exemple que j'ai pris au pif. Vous l'aviez énuméré. Il a intégré les différents gouvernements. Il a intégré jusqu'à être vice-président de la République. Mais s'il ne se reconnaissait pas, si les actes de la provincialisation ne se lisaient pas dans les différents gouvernements, je ne pense pas que Pierre Claver Maganga Moussavou aurait intégré l'opposition. L'actuel Premier ministre, lors de cette rencontre avec les députés, a insisté sur l'emploi des nationaux dans les entreprises implantées au Gabon. Pourquoi cette priorité maintenant? Bon, je pense que ce n'est pas une priorité maintenant, mais la gabonisation des cadres et autres avait été prêchée il y a longtemps. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est qu'un simple rappel, parce que le Premier ministre, après que ce problème soit posé au chef de l'État, ils se sont rendus compte qu'il y a des Gabonais qui, bon, ça n'engage que, qui pensent que avoir autour d'eux une main-d'œuvre autre, je ne suis pas xénophobe, mais je crois que c'est une interprétation, une interpellation. Mais en signant des contrats, avec ces entreprises-là, bon, il n'y avait pas cette disposition. Je crois que en signant les contrats, la gabonisation des postes, peu importe le type de poste, qu'on soit de la main-d'œuvre non permanente ou, ces textes existent. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a fait le Premier ministre actuel. Il n'a fait que réactualiser cette préoccupation pour reconscientiser les responsables qui ont en main ces entités. Pourquoi peut-être? C'est ce laisser-aller qui aujourd'hui générait
Mais le Gabon ne peut pas s'engager dans la voie de la xénophobie. Monsieur Jean Ndinga, pensez-vous qu'Alain Claude Bilibinze, pour ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement, aura des coudées franches pour son action? Bon, si le président Ali Bongo Ondimba, qui est le chef de l'exécutif, estime que on en a assez de faire la politique autrement, les moyens seront donnés, les pouvoirs seront donnés à Bilibinze, et Bilibinze va travailler avec son équipe et les investisseurs vont s'investir pour essayer d'amener le Gabon plus haut. Maintenant, si le chef de l'État Ali Bongo Ondimba estime que Bilibinze ne doit pas travailler, ce n'est qu'un simple figurant, bon écoutez, il va assumer. Le président va assumer. Mais je ne pense pas que le président peut s'initier à accepter cette voie-là. Je pense qu'en choisissant, pour cette fois-ci, ça ne veut pas dire qu'il a désavoué les autres premiers ministres, mais non, nous disons, il y a un premier ministre, il faudrait que ce premier ministre ait un peu de moyens, les pouvoirs soient renforcés pour leur permettre de mettre en musique la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba circonscrite dans le plan d'accélération de la transformation. Le pouvoir a toujours clamé haut et fort qu'aucune province ne sera au-dessus d'une autre. Nous constatons quand même quelques différences. La province de Logou-Ivindo, d'où est originaire l'actuel Premier ministre Alain Claude Bilibinze, est sous-développée jusqu'à présent. Ce malgré les richesses qu'elle regorge et dont elles sont à chaque fois exploitées, ces richesses depuis des années. Comment peut-on justifier cette injustice? Moi, je voudrais balayer du revers de la main ce concept d'injustice. Il n'y a pas d'injustice en tant que telle, et il n'y a pas également aussi injustice. Mais par contre, je voudrais un peu que l'on change de paradigme. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on change un peu, qu'on ait une autre façon d'apprécier le fonctionnement de la République. Si le chef de l'État Ali Bongo Ondimba décide aujourd'hui que les 9 provinces réunies, que toutes les richesses de ces 9 provinces, qu'on les exploite au même moment, aux mêmes heures, nous allons encore être les premiers à dire, voilà, le président Ali Bongo détruit la nation gabonaise. Non. Il y a une programmation. Et ça dépend des opportunités. Ça dépend. Là où il y a une nécessité, on regarde. Et le Gabon n'a pas assez de moyens. Il n'y a pas de la ressource. Ce sont les hommes d'affaires qui pensent que... Vous êtes Gabonais comme moi. Je suis Gabonais comme vous. Nous savons quand même que la province de Logou-Ivindo est la dernière. Bon, vous avez comme l'impression que la province Logou-Ivindo est la dernière, mais moi je vous dis que la province Logou-Ivindo n'est pas la dernière. Toutes les provinces sont au même pied d'égalité. Se déplacer de Boué au vent, c'est tout un problème. Au vent, Makoko, non, n'en parlons plus. Arriver à Mekambo, mais c'est... Bon, là, je vais... un calvaire. Ou non, je vais vous répondre directement. Et là, je vais fustiger le comportement. Ali est venu trouver la République. Mais et ceux qui ont géré... Il veut briguer le troisième mandat. Non. Ça ne veut pas dire que parce que Ali Bongo veut briguer le troisième mandat, que maintenant il va porter la responsabilité des échecs. J'ai dit non. Mais 2 mandats à la tête d'un pays, quand même, oui, ne pouvait plus se retrouver. Non, malgré cette nomination. Non, je vous fais comprendre que si les amis du père, permettez-moi cette expression, si les amis du père Bongo, qui étaient dans les différents gouvernements avec Bongo père, avec autant de considération et de plein pouvoir, s'ils avaient estimé développer le pays, investir pour le pays, on ne serait plus là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Ali Bongo serait sur autre chose. Mais les amis du père et le père lui-même, ils avaient leur schéma à eux. Au point où nous constatons ce que nous avions constaté. Qu'à cela ne tienne, la page est tournée. Maintenant, nous redémarrons sur la base des acquis. À partir de ce moment, il ne nous revient plus de dire, oh, non. On reconstruit maintenant le pays sur la base des acquis, sur les opportunités que nous avons aujourd'hui. Ça dépend des programmes, ça dépend des moyens. Si c'est un investissement à court terme, on regarde ce qu'il y a à faire dans une province X ou Y. Nous avons compris, M. Jean Ndinga, c'est que la nomination de Bilibinze, c'est une opération de charme auprès des ogivins. Non, non. Qui se pointent à l'horizon. Bon, si, M. Jean Ndinga, non, je ne peux pas accepter. Non, permettez-moi de redéfinir ça, s'il vous plaît. Si nous pensons que c'est une opération de charme, ça veut dire que tous les autres premiers ministres
du père à ce jour, il n'était que là que de simples figurants. Je dis non. Je vous prendrai par exemple Paulin Bamgema, notre doyen de Congo. Il avait été Premier ministre, mais il a eu les pleins pouvoirs. Il a eu un pouvoir renforcé par Omar Bongo. Et son gouvernement a posé des actes. C'est dans ce sens que nous exhortons, nous, en tant que leaders d'opinion, nous disons, si Ali Bongo estime que Billy Binze doit travailler, il doit renforcer le pouvoir de Billy Binze et il doit mettre des moyens et lui permettre d'aller de l'avant. Si c'est pas tel, si tel n'est pas le cas, ça veut dire que à lui de prendre la responsabilité s'il y a des bruits ou des sons de cloches qui apparaissent. Vous avez quelques secondes pour conclure. Bien, pour conclure, chers parents, je crois que je vous remercie d'abord pour votre brillante émission et je voudrais ici dire aux Gabonais qu'il n'y a pas péril à la demeure. La crise de confiance, il faut la surseoir, rester serein, reconsidérer la République et ensemble, la main dans la main, nous irons de l'avant. Voilà pourquoi, dans mon introduction, je disais qu'on avait un numérateur commun, on a un passé commun, on a un dénominateur commun, un présent commun, et nous avions un autre numérateur commun, c'est ce désir de vivre ensemble demain. Et si nous voulons atteindre cet objectif, serrons-nous la main dans la main et allons-y tel que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a planté le décor. Merci. Vous l'aurez compris, chers le téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. On avait comme invité sur ce plateau M. Jean Nwendinga, membre de la société civile et leader d'opinion. Je vous laisse en compagnie de la suite de nos programmes. À bientôt.